Bonjour, vous écoutez les podcasts du département de chirurgie de l'Université de Montréal. Je suis Philippe Joly, externe 1. Dans cette capsule, on s'attaque aux principales complications des diverticules du côlon, soit la diverticulite et le saignement diverticulaire. Afin de bien se comprendre, il faut tout d'abord définir les termes diverticule acquis, diverticulose et maladie diverticulaire. Premièrement, un diverticule acquis correspond à la protrusion de la muqueuse et de la sous-muqueuse à travers la couche musculaire du côlon. Les diverticules sont souvent localisés au niveau sigmoïdien, mais peuvent être présents tout au long du côlon. Deuxièmement, la diverticulose correspond à la présence de plusieurs diverticules chez un patient. La diverticulose est en elle-même asymptomatique. Sa prévalence est très élevée et augmente avec l'âge. On estime que jusqu'à 60% des plus de 70 ans présentent une diverticulose. Une diète pauvre en fibres est un facteur de risque reconnu. Troisièmement, la maladie diverticulaire correspond à une diverticulose symptomatique et regroupe plusieurs entités cliniques, dont la diverticulite et le saignement diverticulaire. Maintenant, entrons dans le vif du sujet avec la diverticulite. L'inflammation péridiverticulaire est déclenchée par une perforation de la paroi du diverticule. Cette microperforation est généralement contenue par les graisses péricoliques et le mésentère. Elle peut toutefois se compliquer par la formation d'un abcès ou d'une fistule. Plus rarement, la perforation est mal contenue et occasionne une péritonite purulente ou stercorale. Malgré la croyance populaire, il n'y a pas de preuve que la consommation de noix et de graines favorise la perforation de la fragile paroi diverticulaire. La diverticulite se présente par une douleur constante, classiquement localisée à la fosse iliaque gauche. Elle s'accompagne souvent de diarrhée ou de constipation. À l'examen physique, le patient pourrait être fébrile. L'examen abdominal révèle une sensibilité à la fosse iliaque gauche. Une masse douloureuse est occasionnellement palpée et des signes d'irritation localisés ou diffuses du péritoine, comme une défense ou du ressaut, peuvent être présents. Le bilan paraclinique révèle une leucocytose légère à prédominance neutrophilique, de même qu'une augmentation de la CRP. Le CT scan abdominal s'avère la modalité d'imagerie la plus utile pour confirmer le diagnostic et rechercher les complications. On notera au passage qu'en raison du risque de perforation, on n'effectue jamais de sigmoïdoscopie, de coloscopie ou de lavement en phase aiguë d'une diverticulite. Si on résume, la diverticulite se présente par la triade suivante. 1. Une douleur abdominale à la fosse iliaque gauche. 2. De la fièvre. Et 3. Une leucocytose. Bien évidemment, une douleur abdominale basse peut être la manifestation d'une autre pathologie intestinale, comme une colite ischémique ou infectieuse, une appendicite aiguë ou une maladie inflammatoire de l'intestin. Chez la femme, on doit aussi évoquer des atteintes génito-urinaires comme un abcès tubo-ovarien, un kyste ou une torsion ovarienne, de même qu'une grossesse ectopique. Plusieurs patients atteints de diverticulite non compliquée pourront recevoir un traitement ambulatoire, mais on recommande de revoir le patient de 24 à 48 heures plus tard afin de contrôler l'apparition éventuelle de complications. En effet, le quart des patients souffrant d'une diverticulite présenteront une complication aiguë comme un abcès, une péritonite ou une complication plus chronique comme une sténose obstructive ou une fistule, le plus souvent vésico-colique.
Le traitement médical de la diverticulite combine une antibiothérapie de 7 à 10 jours, un traitement symptomatique antalgique, de même qu'une réduction temporaire des fibres alimentaires. Une diverticulite très symptomatique avec fièvre et défense à l'examen physique nécessite une hospitalisation avec repos intestinal et antibiotiques intraveineux comme le ciproflagile ou le tazocin. L'incapacité de s'hydrater, des complications ou l'absence de réponse à l'antibiothérapie après 2 à 3 jours sont aussi des motifs d'hospitalisation. Enfin, les complications requièrent une prise en charge particulière. Par exemple, les abcès peuvent être drainés par voie transcutanée en radiologie. Une approche chirurgicale s'avère parfois nécessaire devant certaines complications, comme une perforation en péritoine libre ou un abcès important. Une péritonite secondaire à une perforation diverticulaire nécessite souvent une procédure de Hartmann avec résection du sigmoïde, colostomie terminale et fermeture du rectum proximal. Par contre, dans la littérature chirurgicale, les interventions moins morbides, surtout pour les abcès non drainables par scan, sont proposées, comme des drainages par laparoscopie avec ou sans stomie. Il est important de noter que la récidive d'une diverticulite n'est plus une indication absolue pour la chirurgie. En effet, la littérature nous apprend qu'il n'y a pas d'augmentation des taux de complications ou de colostomie après 4 épisodes versus 1. Ainsi, on réserve l'approche chirurgicale aux cas réfractaires à l'approche médicale, aux diverticulites compliquées et aux multiples récidives. L'évaluation doit se faire en définitive sur une base individuelle. Passons maintenant à la deuxième complication des diverticules, soit le saignement diverticulaire. Le saignement d'un diverticule colique est à l'origine de près de la moitié des hémorragies digestives basses. Petit rappel au passage, une hémorragie digestive basse est définie comme étant distale au ligament de Treitz. Il faut bien distinguer le saignement diverticulaire de la diverticulite, car il s'agit de deux entités indépendantes qui coexistent rarement. Le saignement diverticulaire est causé par l'érosion de vasa recta au pourtour d'un diverticule localisé à droite dans 90% des cas. Il s'agit d'un saignement artériel qui peut donc être très abondant. Heureusement, jusqu'aux 3/4 des cas cessent spontanément. Par ailleurs, les patients qui ont saigné sont à haut risque de récidive. Comme on peut s'y attendre, les patients se présentent avec une rectorragie abondante, marron ou rouge vif, indiquant respectivement un saignement droit ou gauche. Très rarement, un saignement du côlon droit entraînera du méléna. Notons que 50 à 90% des saignements originent du côlon droit. Les saignements surviennent dans un ciel bleu, sans douleur abdominale. À l'examen physique, le patient peut être hypotendu et tachycarde. L'examen abdominal est sans particularité. La modalité diagnostique de choix est la coloscopie. En cas d'échec à identifier la source du saignement, on procède à une scintigraphie aux globules rouges marqués versus une angiographie. Le diagnostic différentiel d'une rectorragie massive devra inclure des causes d'hémorragie digestive haute et basse. Un lavage nasogastrique peut mettre en lumière un saignement d'origine haute. Attention, l'absence de sang au lavage ne permet toutefois pas d'exclure une hémorragie digestive haute. Dans le doute, une endoscopie est requise. On retrouve parmi les autres causes d'hémorragie digestive basse les néoplasies, les colites ischémiques et inflammatoires, les angiodysplasies et les lésions anorectales comme les fissures ou les hémorroïdes. La prise en charge du saignement débute par la réanimation et par la stabilisation du patient. Les saignements qui ne cessent pas spontanément
requiert une thérapie endoscopique ou angiographique. Un traitement chirurgical est extrêmement rare. On procède généralement à une colectomie segmentaire afin de retirer la portion du côlon qui saigne si le saignement a été localisé pré- ou peropératoire. Ceci clôt notre discussion sur la maladie diverticulaire. On se souviendra que les diverticules du côlon peuvent se compliquer d'une diverticulite ou d'un saignement diverticulaire. La diverticulite se présente par la triade de douleurs à la fosse iliaque gauche, fièvre et leucocytose. Le saignement diverticulaire, quant à lui, est la principale cause de rectorragie chez l'adulte.